Alors, pour le second débat, on a le plaisir de recevoir Majidou Kacha, qui est essayiste, écrivain, Karim Mouchik, bonsoir, avocat, Sandra Felous, militante associative, bonsoir. Mike Borowski, bonsoir. Rédacteur en chef du média La France Libre, et Jean Messia, haut fonctionnaire économiste. Bonsoir. Alors, on va débattre d'un sujet qui risque de déranger. Il y a fort à parier que de nos jours, eu égard à la bien-pensance, certaines choses ne doivent pas être dites. On va parler du rapport des populations issues de l'immigration avec la société française. Je vais me permettre, avant de démarrer, de demander à chacun la définition qu'il donnerait du patriotisme. Mike ? Je vais commencer alors. Bonsoir à tous. C'est la gauche m'a tué, pas France Libre, hein, parce que si j'étais rédacteur de France Libre, ça veut dire que je suis le patron ici, mais je ne suis pas encore. Enfin, merci, pas encore. Merci Mike. Donc déjà, je voulais dire vraiment, ouais, putain, c'est bon, vraiment, c'est très bon d'avoir enfin un média libre comme celui qui se crée là aujourd'hui. Vraiment, je respire parce qu'à force d'avoir les mêmes médias avec les mêmes têtes qui disent la même chose, où on parle de bien-pensance, de politiquement correct, franchement, ça fait du bien. Et je souhaite vraiment longue vie à France Libre et je vous souhaite vraiment le meilleur. Et j'espère que ça va marcher. Et ça ne peut que marcher parce que les gens sont demandeurs de chaînes de médias comme le vôtre. Merci Mike. Alors pour moi, la France, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout les grandes figures. Parce que la France a été grande essentiellement lorsque nous avions des grands souverains. Voilà, bon, je suis désolé, moi je ne suis pas spécialement républicain et cette partie-là m'intéresse moins. Donc voilà, pour moi la France c'est l'ancien régime, c'est l'Empire, c'est les rois, c'est aussi les clochers. Voilà, c'est pour moi la France, c'est pour ça que j'aime la France. Je voudrais vous donner un exemple qui est simple. Lorsque M. Macron invite 140 milliardaires ou M. Poutine, il n'invite pas au centre Pompidou ou à la Villette, il invite à Versailles. Lorsque M. Macron il gagne la présidentielle, il vient au Louvre, voilà, parce que c'est un prestige. Et en fait, c'est la France, c'est ce passé de grandeur. Et c'est pour ça, moi, que j'aime la France. Merci Mike. Sandra, merci. Merci Sandra, merci Sandra. Alors, quelle définition tu pourrais me donner, toi, du patriotisme ? Je vais vous donner la définition en fait tirée du Larousse, qui est la mienne. Je suis désolée. L'attachement sentimental à sa patrie qui se manifeste par la volonté de la défendre et de la promouvoir. Donc, la défendre, c'est la défendre par rapport à ses frontières extérieures, mais également à l'intérieur. C'est-à-dire que de nos jours, on se rend compte qu'il y a des menaces qui viennent de l'intérieur et qui sont assez importantes et qu'il faut que l'on règle, qui sont souvent ignorées. Et les menaces, évidemment, qui viennent de l'extérieur, mais ça, c'est plus, on va dire, classique, avec une protection des frontières, sachant que pour moi, ma patrie, c'est la France, mais c'est également l'Europe, avec des frontières, on va dire, européennes. C'est-à-dire que pour protéger nos frontières, c'est des frontières européennes où nous devons, on va dire, mettre les moyens qui vont bien, tous les pays européens, pour protéger nos frontières. Merci Sandra. Majid, ta définition du patriotisme ? Bonsoir, je voulais juste réagir sur... Il est allumé ou pas ? Oui. Oui, il est allumé ? Bon. J'entendais pas une espèce d'écho, mais c'est pas grave. Oui, ça me faisait juste penser à quelque chose, en fait, c'était que la plupart des gauchistes internationalistes, en fait, c'est marrant, ils croient à la frontière, mais que partiellement, parce qu'ils veulent pas de frontières autour, donc tout le monde peut circuler librement. Et bizarrement, quand ils sortent de chez eux, ils ferment la porte à clé. Je sais pas, je trouve ça bizarre s'ils sont cohérents, qu'ils laissent leur porte à clé ouverte. Et le fait qu'on n'ait pas de frontières dans notre pays, ça n'empêche pas qu'autour de tous nos marchés de Noël, il y avait des espèces de barrières, de pierres qui empêchent des attaques. Et finalement, les frontières extérieures qu'on n'a pas, on est obligé de les mettre à l'intérieur en fermant tout à clé. Alors la définition du patriotisme,
En fait, je voudrais la dissocier du nationalisme. Enfin, je vais dissocier la patrie de la nation, disons. La nation, c'est une communauté. Là où, pour moi, la patrie est une terre qu'on a héritée de ceux qui nous ont précédés. Mais c'est surtout pour moi un sentiment ou une idée qu'on se fait de la nation. Et voilà, je crois qu'en fait, il y a deux façons de défendre le patriotisme en France. C'est l'unité nationale, l'unité de une relative unité, voilà, une volonté de vivre en commun. Et à côté de ça, c'est surtout une souveraineté populaire politique. Le problème, effectivement, c'est qu'il y a de moins en moins de patriotisme en France, tout simplement parce que notre pays est de moins en moins uni et de moins en moins de souverain. La France a tourné le dos à son modèle d'intégration par l'assimilationnisme. Voilà, il a tourné le dos à l'idée qu'il devrait y avoir un ordre commun, moral, dominant par rapport à d'autres cultures, notamment les cultures des arrivants. Ça ne veut pas dire qu'on fait une hiérarchie, ça ne veut pas dire qu'on fait un jugement de valeur pour dire notre culture est meilleure que la vôtre, notre culture est bonne, la vôtre n'est pas bonne. Mais c'est l'idée, voilà. Et le problème, c'est que du coup, eh bien, les Français se séparent. Il y a des cultures inconciliables qui doivent se gérer dans une France qui est un hôtel, un paillasson ou une gare sans identité, une permanence d'incertitude identitaire. La France n'est plus que quelque chose de honteux. Je vais juste conclure là-dessus pour dire qu'effectivement, le patriotisme, pour se défendre, je pense qu'il y a deux ressorts très simples. C'est qu'à la fois, il faut défendre l'unité nationale et à la fois, il faut plus de souveraineté. Alors, du coup, ce que tu viens de dire m'interpelle, c'est dans le sens où, avant de passer la parole à Karim et à Jean, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il pourrait avoir un problème de patriotisme, par exemple, chez nos compatriotes issus de l'immigration et pas seulement, aussi chez les nôtres, et ça se vérifie à la fois par ces deux baromètres que sont le manque d'unité chez les gens et à la fois le manque de souveraineté, c'est-à-dire que le peuple a plus l'impression de subir la politique que de la diriger. Je donne un exemple tout simple qui va être parlant pour tout le monde. Pendant longtemps, moi, j'ai eu l'impression que les gens choisissaient l'école de leurs enfants ou la maison ou l'appartement qu'ils allaient acheter pour finir leur jour en fonction de sentiments positifs, c'est-à-dire je veux m'installer là parce que c'est là où je veux aller. Et j'ai l'impression que de plus en plus, les gens choisissent l'école de leurs enfants ou l'endroit où ils doivent vivre en fonction de population à fuir ou en fonction de quartier à fuir. Vous voyez, et ça éloigne du patriotisme, ça éloigne de l'unité nationale. Alors Jean, je me permets de te poser la question. On va pas rester sur le patriotisme. Je vais mettre le pied dans le plat, comme on dirait. Est-ce que l'islam est un problème aujourd'hui en France ? Tu me prends au dépourvu là, parce que moi je me préparais à parler du patriotisme. Écoute, un petit mot quand même sur le patriotisme. Ma définition, le patriotisme est un sentiment, le patriotisme est un amour. Et ça c'est très important parce que souvent on nous reproche, quand on est patriote, d'être contre les autres. On est contre personne. Aimer son pays n'est pas un crime, c'est une verticalité. Et au fond, la différence, c'est que jusqu'à, on va dire, le début des années 80, la France était un pays qui vivait en nous. Et de plus en plus, la France n'est plus simplement qu'un pays dans lequel on vit. Alors, par rapport à l'islam, le problème, il est très simple. C'est qu'à partir du moment où tu organises, enfin en tout cas nos élites politiques et intellectuelles ont organisé depuis 81 une sorte de terre brûlée identitaire, qu'on se souvienne du bouquin qui fait maintenant constitution intellectuelle et culturelle et morale de cette génération qui est l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy. Quand tu as toute une génération d'élites qui t'explique que la France est un pays moisi, que la France est un pays esclavagiste, que la France est un pays colonialiste, franchement, d'abord tu supprimes complètement toutes les veines jugulaires identitaires, toutes les sangles identitaires, et donc la France devient une espèce de pays ouvert. Et évidemment, à partir du moment où tu empêches toute une génération de Français, d'ailleurs, quelle que soit leur couleur et quelles que soient leurs origines, parce qu'il ne faut pas croire que le malaise identitaire concerne uniquement les Français d'origine immigrée. Il les concerne un peu plus brutalement parce que, justement, ils sont des Français plus récents, mais il concerne également ce que j'appellerais les Français de souche. On voit, par exemple, la quantité de Français de père en fils qui s'engagent auprès de Daesh et qui se convertissent à l'islam et qui vont combattre sur les terres étrangères. Donc,
si tu veux, la question c'est, à partir du moment où nous remettons notre identité en place, où nous nous réapproprions la France, où nous nous réapproprions notre histoire, notre géographie, notre culture, et qu'on met la France au centre, on oblige du coup les autres issus de cultures différentes à se définir par rapport à nous. Mais tant qu'on n'a pas fait cet exercice sur nous-mêmes, il ne faut pas être étonné de voir que sur la terre brûlée identitaire pousse un certain nombre de ronces, et l'islamisme en est une très inquiétante. Merci Jean. Karim, oui. Je te retourne la question. Alors, ma définition de la patrie et l'islam dans un deuxième temps, si tu le veux bien. Alors, je voudrais d'abord, quand même, je pense qu'on partage tous la même idée, associée à notre hommage de la France, tous nos compatriotes d'origine belge, d'origine polonaise, d'origine italienne, espagnole, égyptienne, portugaise, sont ces compatriotes qui se sont intégrés par le passé, sans encombre, et je me sens parfaitement en communion avec ces générations-là, et je crois que nous faisons en quelque sorte cause commune envers cette patrie qui est la nôtre, et la patrie, pour donner la définition qui est la mienne, c'est au fond une personne. J'aime la France comme j'aime un être proche, un parent, un être qui m'est cher, mon épouse, mes enfants, mes parents. Et je crois qu'on doit cultiver ce lien charnel que nous devons avoir avec la France. La France, je la respire avec passion dans ses paysages, je la respire avec passion dans son histoire, dans ses personnages illustres, dans sa gastronomie, ses arts de vivre, sa langue, la francophonie. C'est tout ça, au fond, qui fait la dimension charnelle de ce pays. Et quand je pose cette définition, on voit bien que je suis très loin de la vision institutionnelle que je qualifierais d'assez desséchée de cette institution qu'on appelle la République, que je respecte, qui est notre modèle institutionnel. Mais la France ne se résume ni à ce modèle institutionnel, ni à son cortège de valeurs qu'on ne cesse de clamer ici ou là. Donc il nous faut, je crois, réenchanter notre modèle de civilisation, le revitaliser, parce qu'aujourd'hui, pour parler de l'islam, puisque c'était la question qui était posée à mon voisin il y a quelques instants, si l'islam prospère d'abord sur le vide culturel, moral et spirituel qui caractérise la France. Dès l'instant, on aura fait le choix de se livrer à un vaste travail d'introspection collective. C'est un travail d'anamnèse, comme disent les théologiens, qu'on aurait dû mener dans le cas des élections présidentielles. Ce n'a pas fait. Et il y a donc un besoin, comment dirais-je, de redéfinir ce qu'est le modèle français, d'aller au-delà du régime institutionnel républicain qui est le nôtre et de dire, au fond, aux Français qui ont rendez-vous avec eux-mêmes, la France, ce n'est pas simplement des institutions, ce n'est pas simplement un drapeau, ce n'est pas simplement une devise, c'est tout cela, mais c'est aussi une histoire dont la composante majeure, me semble-t-il, est la dimension chrétienne. Ce sont des paysages, c'est une langue, c'est une terre, c'est des morts. Et je pense que dès l'instant où on aura réussi à faire ce travail collectif, on aura grandement avancé, on fera reculer cet extrémisme, islamisme que l'on déplore ici ou là. Alors, du coup, il y a une tirade qui très souvent est entendue ici et là, c'est, je passe du coq à l'âne, et tant mieux d'ailleurs, c'est pourquoi est-ce qu'on considère que la gauche est propriétaire des voix des populations issues de l'immigration. Là, je laisse la parole à tout le monde, vous avez le droit de... Si je puis me permettre, je pense que la gauche a tout fait pour interdire à la France d'être la France et évidemment pour interdire aux Français d'origine étrangère de devenir Français. J'ai une petite anecdote à raconter. Un journaliste de Libération m'appelle pendant l'élection présidentielle et me demande ce qu'on inclut dans notre programme quand nous parlons de solde migratoire. Et il me demande si on inclut les immigrés, les Français immigrés ou les Français. Alors je lui dis que je ne savais pas ce que ça voulait dire Français immigrés, parce que pour moi, il y avait que des Français. Il me dit, donc il insiste, je lui dis, écoutez monsieur, moi j'ai été étranger, immigré jusqu'à 20 ans, à 20 ans j'ai été naturalisé, donc aujourd'hui je suis Français. Et il me répond tout de go, non, vous n'êtes pas Français, vous êtes immigré. Donc il y a une espèce de sacralisation en fait de l'immigré, c'est-à-dire en gros, le message que la gauche envoie, c'est vous êtes d'origine immigrée, vous avez la classe, la prestance d'être cosmopolite, d'être d'origine étrangère, mais pourquoi voulez-vous donc devenir des Français moisis comme nous? Et ça, c'est l'expression la plus épurée de la haine de soi que portent la gauche et les intellectuels de gauche depuis les années 80. Et en réalité, ils ont dressé une espèce de mur de Berlin idéologique
Bon, fort heureusement, il y a quand même des gens qui, par leur trajectoire individuelle, ont pu le contourner et s'approprier la France, mais ils l'ont fait en quelque sorte par une espèce de contrebande identitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une France qu'on nous a enseignée urbi et torbi, auquel cas tout le monde, ou en tout cas une proportion très grande des gens se serait approprié de cette façon, mais ce sont des trajectoires individuelles par des lectures, par une espèce d'odyssée intellectuelle et individuelle qui nous a fait nous approprier la France. Et évidemment, pour la gauche du système, nous sommes en quelque sorte des sortes de bugs. Des bugs du système, c'est-à-dire que quand on se retrouve face à un intellectuel de gauche en étant issu de la diversité, mais tout en étant patriote, s'affiche sur leurs écrans « Error 404 », « Fatal error », il n'y a plus personne. Merci, Voilà. merci, Jean. Mike, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur cette question qu'on entend très souvent. Est-ce qu'il est vrai que, à ton avis, les populations issues de l'immigration votent majoritairement à gauche? Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Il a tout à fait raison, je suis d'accord avec lui. En rajoutant en plus que vous avez les idéologies antiracistes des associations. Bon, dans une autre vie, j'étais attaché parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale. J'étais aussi militant UMP dans le 93. Donc je vais donner ma petite expérience que j'ai face à tout ce qui se passe dans les cités, dans ces banlieues. J'ai même été candidat. J'ai fait 4,91, pas beaucoup, mais bon, on se console comme on peut. Eh bien, je remarquais que lorsque vous demandiez à un jeune c'est quoi pour toi la différence entre la droite et la gauche, eh bien pour eux, la droite, ça veut dire vous à droite, vous ne nous aimez pas. Alors que la gauche, nous, ils nous aiment. Voilà. Pour eux, c'est ça, c'est la différence, parce que la différence pour eux, elle est avant tout identitaire, ethnique, et donc voilà. La définition qu'ils mettent derrière l'amour, c'est quoi? Eh bien, pour eux, l'amour, c'est pas compliqué. Bon, je vais peut-être être un peu transgressif, mais c'est une vérité. C'est ce que moi j'ai vécu pendant des campagnes, pendant mon militantisme. C'est globalement, on nous dit oui, mais vous voulez pas régulariser un tel ou un tel. C'est pas un peu trivial, Non, c'est les messages que l'on entend. Moi, j'étais candidat sur Saint-Ouen et Épinay-sur-Seine, et dans les cités, on me disait, écoutez, Sarko, il veut pas régulariser mes cousins, donc voilà, moi je vote donc pas pour. Pour se faire aimer, il faut régulariser tout le monde. Sans oublier, pas que ça, sans oublier le tissu associatif qui submerge d'argent. Je veux dire les collectivités locales qui submergent d'argent les associations de ces quartiers. Et qui vivent très bien même de cet argent. Dernièrement, je passais dans le 18e et je voyais une association municipale. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait une PlayStation 4 avec la télé, des jeunes autour issus de l'immigration, et ils étaient très contents. Madame le maire, merci Madame le maire de nous avoir payé la PlayStation 4. Merci. C'est trivial, mais c'est vrai. Merci Mike. Majid? Alors, je pense que l'immigration a peut-être plus envie de voter pour la gauche que pour la droite, parce qu'en fait, bon, déjà, c'est la gauche pour moi qui dicte l'agenda médiatique et politique en France. Et en fait, la gauche a réussi à faire deux choses assez intelligentes. C'est d'abord de diviser les Français pour mieux régner sur eux. Et l'autre chose intelligente qu'elle a réussi à faire, en fait, c'est d'opposer à la démocratie la protection des minorités. En fait, la gauche veut qu'un maximum de Français, même des gens qui sont des milliardaires très riches ou des très très pauvres, voient en eux des éléments identitaires, minoritaires, qui sont potentiellement la proie de plus forts qu'eux ou de plus majoritaires qu'eux. Je vous donne un exemple de dialogue un peu trivial, mais la gauche, en gros, va dire « Ah, toi, tu es un pauvre, rassure-toi, je vais te protéger, je vais protéger l'État-providence et le malthusianisme de la majorité qui travaille et qui veut te couper les aides financières. Ah, toi, tu es un individu de couleur, tu es un noir ou un arabe, rassure-toi, je vais te protéger du méchant racisme des Blancs qui te prive d'emploi, qui te prive d'un logement, etc. Rassure-toi, je vais t'en protéger. Ah, tu es une femme, rassure-toi, je vais te protéger de l'autre moitié de la population française qui est constituée d'hommes qui se sentent plus forts que vous, et vous les femmes, et qui bien évidemment veulent vous nuire. Alors
c'est une généralité, bien évidemment. C'est évident que voilà, mais c'est une généralité, là, ce que je dis, la championne de France d'haltérophilie est plus forte que Jean-Gustave, le dactylographe de la BNF, quoi. Voilà. Et c'est aussi une façon de dire, ah, tu es un musulman, mais rassure-toi, on va te protéger de la majorité française qui n'est pas musulmane et qui déteste ta religion. Si bien, en fait, que finalement, quand on regarde un petit peu la sociologie de l'immigration, elle est constituée plutôt de gens de couleur, plutôt de gens musulmans, plutôt de gens pauvres en général, même si c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des statistiques de l'INSEE, par exemple, qui définissent que dans le département de la Creuse et de Cantal, le taux de pauvreté moyen est supérieur à la Seine-Saint-Denis, mais après, il y a des facteurs culturels qui poussent à d'autres crimes, ou d'autres délits, ou d'autres comportements, en tout cas. Et voilà. Et en tout cas, moi, je pense qu'effectivement, l'immigration qui, en général, est plus pauvre, a peur du malthusianisme supposé que pourrait faire la majorité contre elle. Également, ils voient en eux leur part de potentielles victimes du racisme, ou pire, de victimes par filiation qui subit en fait les affres de la colonisation dont ont souffert leurs ancêtres. Et il y a beaucoup d'ailleurs, et je le déplore, de mes concitoyens qui parlent encore en vous et en nous de façon binaire en reprochant à la France sa colonisation, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas été victimes d'esclavage et de colonisation, qui se sentent victimes de quelque chose et qui le reprochent à des gens qui n'ont même pas ni esclavagé ni colonisé. Donc je pense effectivement la gauche qui a besoin de diviser pour mieux régner, elle l'a fait avec la droite en les divisant entre électeurs du FN et de LR, c'est faire pareil entre les Français et leur immigration. Et je voudrais juste dire une toute petite chose, parce qu'en fait le titre de ce plateau, entre guillemets, enfin l'intitulé du titre, c'était Français issus de l'immigration. Je voudrais que les Français ne confondent pas ces deux notions. Moi par exemple, je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis français, je me sens issu de l'immigration au sens où, de par mes ancêtres, j'y suis issu, mais ça ne veut pas dire que je suis arrivé ici à la nage. Voilà, je suis né en France, je suis français. Merci, je voudrais vraiment qu'il y ait ce distinguo, parce que j'avais l'impression qu'il y avait... J'ai pas... oui, mais j'ai pas... Mais c'est pour dire issu de l'immigration, on ne veut pas forcément dire... Alors, j'ai pas l'impression que cette... j'ai pas l'impression que cette confusion a été faite, hein, je te rassure. Hein, je te rassure. En tout cas, je voulais juste repréciser ce... Sandra. La gauche, quelle gauche? C'est vrai que la gauche de nos jours, en fait, elle est complètement éparpillée et elle existe plus beaucoup. Le PS, voilà. On entend très souvent la gauche. Voilà. Gauche, je vais prendre après Madame Obono le magistère moral. Voilà. Donc, moi, je pense que les gens issus de l'immigration, leur vote est complètement éparpillé. Et on ne parle pas, en fait, des abstentionnistes. Il y a beaucoup de gens qui ne votent plus, dégoûtés justement par les politiques menées entre autres par la gauche. Voilà, moi, pour avoir habité dans une, on va dire à l'époque, une banlieue dans le 93, jusqu'à l'âge de 14 ans, il y a beaucoup comment dirais-je, de gens qui ne votent plus et qui n'ont jamais voté. Voilà. Parce que il y a une éducation à faire à la base, hein, parce que pour connaître ses droits, il faut avoir eu l'occasion d'être informé sur ça. Karim? Oui, deux mots sur la question. Est-ce que oui ou non la gauche a, avec la population immigrée, française d'origine étrangère, un électorat captif? C'est une réalité factuelle. On l'a bien vu à l'occasion des derniers grands scrutins électoraux. Là où la gauche a fait ses meilleurs scores, c'est précisément dans les banlieues, dans les cités, où majoritairement nous avons une population d'origine étrangère. Bon. On le voit également, deuxième exemple, dans la composition du personnel politique des partis de gauche, où on voit qu'il y a un recrutement ciblé qui se fait de plus en plus en direction de Français d'origine étrangère. Donc on voit bien qu'il y a une forme de porosité qui existe et on ne peut pas récuser cette réalité factuelle. Je précise que si cette tendance lourde qu'on observe depuis maintenant 30-40 ans s'observe et se constate partout en France, c'est parce que cet électorat, cette population d'origine étrangère, s'est laissé séduire en quelque sorte par la politique clientéliste des partis de gauche. La gauche, le Parti socialiste notamment, a abandonné le peuple et a oublié la nation. Et c'est Terranova qui a conceptualisé en 2012 cette théorie qui consistait à dire on va troquer notre électorat traditionnel, les classes populaires, au bénéfice des nouvelles couches populaires, dites immigrées, où là, à théoriser ou à concrétiser, c'est existé déjà depuis 20-30 ans, mais ça a été en tous les cas conceptualisé. Certes. Mais en tout cas, c'est un mouvement de fond qui a été pour la première fois, avec ce rapport Terranova,
indiqué et formalisé de manière très explicite. Et on le voit bien, qu'il y a une politique multiculturelle qui se pratique partout, dans toutes les collectivités locales dominées par la gauche, et on le voit par la distribution des deniers publics au bénéfice d'associations dites communautaires. On voit par maintes exemples qu'il y a évidemment une volonté de la part de cette gauche qui a changé d'électorat, eh bien de séduire ce nouvel électorat. Alors, est-ce que cette tendance lourde risque de durer dans les années à venir? Je ne pense pas. Je pense que cette population, nos compatriotes d'origine étrangère, se rendent compte de l'impasse politique dans lequel ils se trouvent, parce que c'est une impasse qui mène à un apartheid sociologique, économique et culturel. Et je pense qu'ils ont envie collectivement de sortir de cet apartheid. Et je pense que je suis persuadé qu'on a un vrai travail à faire. En tous les cas, pour les Français qui ont le cœur à droite, comme je le suis, je pense qu'il y a là un vrai travail à mener. Merci Karim, c'est la preuve que ce débat est passionnant. Malheureusement, on va être obligé de passer à une autre table ronde. Il y a fort à parier qu'on puisse se revoir, qu'on se revoie pour pouvoir continuer ce débat-là. Il faut se revoir. Merci Mike. Il y a fort à parier qu'on se revoie pour continuer ce débat-là. Il faut savoir que la plupart d'entre nous ici, la plupart des personnes présentes sur ce plateau sont présentes sur les réseaux sociaux. Ces personnes-là œuvrent tous les jours pour le bien commun, pour le bien du pays, pour la France libre, pour la France libre en termes d'entité, pas notre média. Vous pouvez donc les contacter ou alors nous envoyer des informations afin qu'on puisse, en back-office, comme on dit, en base arrière, travailler dessus et leur soumettre, afin qu'ils puissent vous apporter des réponses. Alors, merci mes amis. Je sais que le débat était court et que vous avez envie de continuer, mais je sens votre frustration. Je sens votre frustration. Mais rassurez-vous, la France libre, la force de ce média-là, ça sera de vous donner, chaque fois que cela se pourra, ce sera vous donner l'occasion d'échanger. Merci à vous. Tout de suite, André Berkoff va nous parler de l'international. À toi, André.